Et allez l'OM, comment ça va la team? J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes plus qu'à un jour. Un jour de quoi? Un jour de mes congés. Et oui, c'est le plus important. Je vais pouvoir vous faire des lives à répétition pendant la semaine qui va arriver. Comme ça, on passera de bons moments ensemble. Les amis, mais le plus important avant tout, c'est quoi? C'est la rencontre. Et oui, c'est l'avant-match, la vidéo de l'avant-match. Alors, on va parler un petit peu de Mercato pour commencer la vidéo pendant 2-3 minutes. Et après, on va se diriger tout droit vers la rencontre, qui sera déterminante. Comme je l'ai mis dans le titre, avant-match, Monaco-Marseille, déterminant. C'est un match déterminant pour savoir, pourquoi pas, si on peut écarter les Monégasques en cas de victoire. Parce qu'en cas de victoire, ils sont à 2 points derrière nous, on les met à 5 points. 5 points, il restera 5 rencontres derrière. Je pense qu'on aura fait un grand pas par rapport au moins à Monaco pour une place, 2e ou 3e, on ne sait jamais. Il y a Strasbourg qui continue un petit peu dans la lancée, ou d'autres équipes derrière comme les Lillois, les Lyonnais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Encore une fois, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. Abonnement, like, dislike si ça vous plaît pas. La cloche pour être prévenu des prochains contenus, vidéos ou live. Et n'hésitez pas à commenter. Commentez tous les sujets que j'aborde, comme la composition d'équipe qu'on va voir à la fin. Avec les absences, les présences, les retours, les incertitudes. Et du côté monégasque, on va voir aussi quels compos ils vont mettre face à nous. Est-ce que ça sera avec 2 attaquants, 3 attaquants, 4 attaquants, 10 attaquants? On va voir ça ensemble. Et tout d'abord, on part sur quoi? Sur, pas l'intro puisqu'elle est partie, mais sur le Mercato. Allez, on change d'écran, c'est parti. Et oui, le Mercato, qui dit Mercato, on parle principalement de Luis Enrique. Le Bayern Munich multiplie les contacts autour et avec l'entourage de Luis Enrique. Il force la chose, selon Foot Mercato. Donc ça sera entre le Bayern Munich et qui, et quoi, et qu'est-ce? On en a parlé depuis 2-3 jours, même depuis quelques semaines. Et d'ailleurs, ça dérange peut-être les performances de notre cher Luis Enrique. L'Inter de Milan qui est passé devant le Bayern Munich, selon Gazzetta dello Sport en Italie, pour Luis Enrique. Et souhaite désormais faire baisser le prix de 30 millions d'euros. Entre 30 et 35 millions d'euros, c'est la somme qu'on a estimée pour la valeur de Luis Enrique du côté de l'OM. Donc ils veulent baisser en dessous des 30 millions. Et ils auraient, je ne sais pas si j'ai bien lu, ils auraient l'envie de proposer, pourquoi pas, 24 millions d'euros plus 4 millions de bonus pour Luis Enrique selon Foot Mercato. Donc cette offre se rapproche des 30 millions d'euros que réclame l'OM. C'est pas loin, avec des bonus, pourquoi pas en plus, comme des pourcentages à la revente ici et là. Pourquoi pas voir cette somme-là tomber cet été à partir du 1er juin, je vous rappelle. N'oublions pas que l'Inter, comme le Bayern, comme d'autres grands clubs, cherchent des joueurs pour vraiment jouer la Coupe des mondes des clubs, cet été qui se déroulera entre le 15 juin et le 15 juillet, si je me trompe pas de date. Et ça sera la première de l'histoire. Donc, toutes les équipes veulent être au maximum de leurs possibilités et de leurs capacités. Et pourquoi pas avoir un jeune joueur comme Luis Enrique qui émerge cette année au haut niveau, voire très haut niveau en Ligue 1. Et l'année prochaine, pourquoi pas l'avoir en solution, en remplacement, en rotation du côté de l'Inter ou le Bayern. Je pense pas que ça sera un titulaire en puissance, mais au moins ça lui permettra de voir une autre contrée. Alors moi, pour ma part, je vous ai donné mon avis hier, avant-hier, avant-avant-hier. Pour Luis Enrique, bien sûr, si on a la possibilité de le garder, je dis pas non, voilà, et lui mettre un autre joueur en concurrence avec le même niveau, si ce n'est supérieur pour la Ligue des Champions, pour passer encore un cap. Mais si on arrive à le vendre à un certain prix, imaginons ça passe les 30 millions allègrement avec des bonus ici et là, et pourquoi pas qu'on ait une petite main sur lui, un petit peu comme Greenwood et Manchester United, imaginons un 50% à la revente, ça serait intéressant. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne somme qui est proposée par l'Inter, 24 plus 4, ou alors c'est pas assez? Allez, on enchaîne les amis et on va directement sur l'actualité. Et oui, parce que le Mercato, pour l'instant, c'est pas encore du concret. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de rumeurs à prendre avec de grosses pincettes. Même ce que je vous montre là, Foot Mercato ou Gazzetta dello Sport, c'est peut-être des médias sérieux dans le Mercato, mais parfois, ils peuvent balancer des saucisses, on ne sait jamais. C'est les sources qui leur donnent les infos et eux, peut-être que la source n'est pas bonne de leur côté. Allez, on enchaîne avec quoi? L'actualité. Let's go, cacao, on part sur le match. Et pour partir sur le match, partons déjà dans les tribunes avec les supporters marseillais qui seront nombreux dans le stade Louis II demain à partir de 17 h pour le début de la rencontre. Alors que Monaco a l'habitude de jouer avec une moyenne seulement de 8000 supporters, le stade Louis II sera pour une fois à guichet fermé.
18 523 supporters pour la réception de l'OM selon la Provence. C'était hier. Et derrière, il y a la précision de mon cher Anthony. Voilà, donc qui passait plusieurs fois ici. Anthony nous dit qu'il y a près de 1000 supporters marseillais qui sont en parkage, qui seront présents demain. Et il est important de noter aussi que la billetterie grand public de l'AS Monaco a été prise d'assaut en quelques heures. Les supporters marseillais seront très nombreux dans le stade et en espérant qu'ils voient, pourquoi pas, un spectacle. Déjà, parce qu'on va voir du football pour voir du spectacle, mais aussi, surtout, le plus important, c'est les 3 points. Et oui, parce que les 3 points, c'est avant tout le plus important pour nous. Le match nul serait intéressant, mais on va voir ça après quand on regardera la compo, le classement, et ci et là. Concernant les supporters, attention aux supporters marseillais qui se déplacent. Du côté de Nice, voilà, il y a une restriction. Donc la préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté visant à restreindre la liberté d'aller et venir des supporters du club de football de l'Olympique de Marseille dans la commune de Nice. Le samedi 12 avril 2025, à l'occasion de la rencontre de Ligue 1 AS Monaco OM, avant et après match. Donc pour les horaires de 9 h du matin, à partir de demain, 9 h du matin samedi jusqu'à 23 h, ils seront interdits, les supporters se prévalant de l'OM, d'aller dans la promenade des Anglais du quai des États-Unis jusqu'à l'avenue de Verdun. Donc toute l'avenue, le bord de mer, toute la promenade des Anglais, vous voyez ce que c'est? C'est le bord de mer jusqu'à l'avenue de Verdun, donc c'est au bout du bord de mer finalement. Avenue de Verdun, voilà, je viens de l'expliquer, c'est une place au bout. Place Masséna, c'est la place qui est après Verdun. Avenue Jean Médecin, c'est la grande avenue, un petit peu le Champs-Élysées de Nice, on va dire. Boulevard Jean Jaurès, bon, je vais pas vous montrer tout. Il y a rue Cassini, quai des Docks, voilà. Tous ceux qui y vont du côté de Nice, regardez bien toutes les adresses dont vous pouvez pas aller, malheureusement, entre 9 h et 23 h. Donc, concentrez-vous sur tout ce qui est Nice-Ouest et l'emplacement du stade Alliance Riviera. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du côté de Nice-Ouest. C'est pas là où ça se passe, là, actuellement, ou ce que je vous montre maintenant. Allez, on enchaîne. Les supporters, force à vous. Et passons sur le sportif. L'équipe gagnante de l'entraînement d'hier. Donc d'hier, pas d'aujourd'hui. C'est avec Amir Murillo, on le voit. Avec Rongier toujours allongé. Mopé, Rouli, Luis Enrique qui se remet en forme et qui montre ses muscles. Bilal Nadir et le jeune Alexis Koub. Si je me trompe pas. Tiens, j'ai un appel. Hop, on enlève le son. Allez, on enchaîne les amis avec Adrien Rabiot qui a été élu homme du mois, Olympien du mois de mars. Encore une fois, la deuxième fois consécutive, comme ils nous disent du côté de l'Olympique de Marseille. Et on revoit une action, voilà, on revoit l'action du but peut-être. Non, ça c'est un tacle face à Monaco justement. Non, c'est Lens, pardon. Là c'est face à Nantes, le petit dribble. On va revoir peut-être à la fin le but qu'il met. Je sais pas si on le voit, là, ouais, peut-être. Non, hop, un petit pont dans la surface. Bon bref, on a déjà vu toutes les actions de Adrien Rabiot qui monte en puissance et qui répond présent par rapport aux paroles qu'il a eues après le match face à Reims, où il a dit qu'il y en a certains peut-être qui se cachaient, et s'ils se cachaient à l'OM, il n'avait rien à faire à l'OM parce que nous on vise la Ligue des Champions. Et il a répondu présent. Sur le terrain, contre Toulouse, ça a été l'homme du match, il a marqué un but, il est pratiquement passeur décisif parce que c'est un but contre son camp pour le premier but contre Toulouse, et il a failli faire une autre passe décisive pour un but d'Euro, malheureusement refusé pour un hors-jeu encore... voilà, de quelques centimètres. Voilà, un poil de zboum, on va dire. Donc, concernant les meilleurs joueurs des mois voilà, de l'année, il y a en août Mason Greenwood, en septembre Rouli, donc ça fait un Rouli, un Greenwood, 2 Rouli, 3 Rouli, 3 d'affilée, donc 3-1. Enrique, 3-1-1. Rouli encore une fois, 4-1-1. Et Rabiot 2 fois. Donc nous avons Rouli 4 fois meilleur joueur olympien du mois de septembre à novembre, pardon. Bon, ils sont casse-couilles. Et en janvier encore pour Rouli, pour Rabiot, depuis le mois de février, il est en pleine bourre et répond présent. Là, on a besoin de lui, c'est-à-dire en fin de saison, on a besoin du talent des joueurs qui sont là à nous montrer leur talent, comme Mason Greenwood. J'espère qu'il sera aussi bon que la fin de match contre Toulouse, parce qu'il s'est un petit peu libéré en fin de match après son but exceptionnel contre Toulouse. On espère le voir fort contre Monaco. Et pourquoi pas Adrien Rabiot, et pourquoi pas Luis Enrique qui se réveille, voilà, il y a peut-être des rumeurs autour de lui du transfert ici et là, mais il faut qu'il reprenne un petit peu le flambeau du côté de l'OM. Voilà, pense pas déjà à l'Inter ou au Bayern. Luis Enrique, si tu m'écoutes. Allez, on enchaîne pour demain, justement, on se retrouve à partir de 16 h 15 environ. Voilà, m'en voulez pas si j'arrive à 20 ou 25. Je travaille ma 3e nuit ce soir et demain, j'essaierai d'être là présent à 16 h 15 pour vivre un premier live pendant toute la semaine qu'on va vivre ensemble. Tous les matins, on se retrouvera pour les matinales pour parler de l'OM et de cette fin de saison qui sera tendue du string, on va dire. Donc demain, à partir de demain, 16 h 15, n'hésitez pas, on est à 13. C'est un signe, 13 comme les Bouches-du-Rhône. N'hésitez pas à montrer à 130, pourquoi pas. Multiplié par 10, le nombre de likes que vous voyez ici. Voilà, 13 likes, je veux demain
Allez, pas 130, mais déjà 20 ou 30, c'est déjà pas mal. Allez, on enchaîne les amis. N'hésitez pas à donner la force à la chaîne. Avec Adrien Rabiot qui est passé du côté de la conférence de presse. J'avais bien raison dans la vidéo d'hier. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, j'avais dit, alors pour qui ça va être pour la conférence de presse? Sans le savoir, c'était pas encore tombé dans les infos. Hier soir, je dis, et j'avais dit, allez, pourquoi, hier après-midi, pardon. Pourquoi pas, hier matin plutôt, excusez-moi. Pourquoi pas Adrien Rabiot vers 14 h. Bon, finalement, c'était 13 h 30. J'étais pas loin, à une demi-heure près. Adrien Rabiot nous a répondu, je suis venu ici avec des objectifs clairs, on le répète, atteindre la Ligue des Champions et il a joué avec l'OM. Et c'est mon rôle, avec les anciens, de faire comprendre aux plus jeunes l'important d'aller en Ligue des Champions. Il faut qu'on pousse tous dans le même sens et qu'on soit mobilisés à 100, j'ai envie de rajouter des pourcents, 110%. Même si ça se dit pas, 110% pour tout le monde. Voilà, et il y a des joueurs qui ne sont pas à 100% actuellement. On espère que pour les 6 rencontres qui restent, les 6 finales, ils seront tous à 100%. Parce que si on est tous à 100%, logiquement, l'objectif sera atteint. Que ce soit deuxième ou troisième, on préférait bien sûr avoir deuxième. N'oublions pas qu'on est le club qui a été le plus nombreuses fois deuxième tout le long de la saison. Certes, le mérite n'existe pas dans le football, mais au bout d'un moment, voilà, on a fait ce qu'il fallait. Voilà, il y a eu des matchs où vraiment on était moins bien. Mais si on était moins bien, si on était mieux à ces matchs-là et qu'on gagnait tous ces matchs-là, on serait peut-être à la lutte au titre. Et c'est un début de projet. N'oublions pas, c'est un début de projet sur 3 ans. Alors, je ne vais pas dire qu'il existe à 100% ce projet. Peut-être qu'il sera tout remis à zéro cet été avec un départ de De Zerbi. On ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout à l'OM. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Ça fait des années, depuis que Longoria est à la direction et à la présidence du club, qu'on réclame de la stabilité. Donc, continuons avec ce qu'on a là déjà avec le coach De Zerbi et continuons avec des joueurs comme Rabiot, je l'espère. Pourquoi pas Luis Enrique, même si on a des offres de 30 millions. Pourquoi pas continuer si on a les reins solides. Et d'autres joueurs derrière comme Greenwood, Essiela, des Murillo, Essiela. Allez, on enchaîne les amis avec la conférence de presse qui continue. Cette fois, on passe sur De Zerbi le plus concret. Amin Harit, la concurrence est élevée. C'est pour ça que Jonathan Rowe a eu peu de temps. Là, on parle de Amin Harit, de Greenwood, de Jonathan Rowe. Voyons ce qu'il nous dit De Zerbi. J'ai parlé avec Amin Harit cette semaine aussi. Il était absent depuis octobre et le match face à Paris, l'exclusion qu'il a eue sur cette petite éraflure sur le torse de Marquinhos, la trompette. Et il a été peu disponible. Et oui, parce que depuis le temps, blessure, pas blessure. Diplomatique, pas diplomatique, ça, je ne sais pas. Il se sent assez bien dans ce poste, en parlant du poste derrière les attaquants, à mon avis. Mettre Greenwood sur le côté, c'est possible. Voilà, mettre Greenwood un petit peu comme en début de saison sur le côté, c'est possible. Oui, c'est son meilleur poste, mais tu l'éloignes des buts et tu lui demandes un sacrifice défensif. Alors, l'éloigner des buts, je pense pas que c'est problématique. Il marquera des buts quoi qu'il arrive. En début de saison, il marquait plus de buts encore en tant qu'ailier droit. Mais par contre, le côté défensif, je pense que c'est ce qui le dérange plutôt à De Zerbi. Surtout que notre défense, c'est pas l'assurance à tout risque, on va dire. Tous les attaquants défendent, mais il ne peut pas. Donc, ce qui veut dire que, finalement, on peut imaginer que Greenwood ne sera pas finalement sur le côté droit. Donc, on ne jouera pas forcément en 4-3-3 ni en 4-2-3-1. C'est ce que je vois un petit peu. On verra un peu, tout à l'heure, il va nous décrire un petit peu ce qu'il veut mettre en place. Tous les attaquants défendent, mais il ne peut pas faire quelque chose qu'il ne peut pas faire ou qu'il ne veut pas faire. Je ne sais pas si c'est peut ou veut. N'hésitez pas à me dire c'est s'il veut ou s'il peut, en parlant de Greenwood. Est-ce qu'il veut faire des efforts ou peut pas faire des efforts? Moi, je pense que c'est plutôt veut. Rabiot doit jouer plus haut. Rabiot doit jouer plus haut, selon De Zerbi. Sur le milieu de terrain, il est unique. La concurrence est élevée. C'est pour ça que Jonathan Rowe a eu peu de temps. Voilà, par rapport au rôle qu'a Rabiot, c'est vrai que Jonathan Rowe, derrière l'attaquant, dans le cœur du jeu, je trouve que il perd trop de ballons. Ouais, il n'est pas assez propre par rapport à un Rabiot qui est très très propre dans son jeu, qui perd pas le ballon, bon, quand il doit pas prendre de risques, il prend pas de risques, quand il doit prendre des risques, il prend des risques. Alors que Jonathan Rowe, c'est plutôt, je vais pas dire qu'il a un QI football en dessous du zéro, mais on en est pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? Il a des qualités physiques, techniques, intéressantes. Voilà, il peut éliminer des joueurs à tout moment dans des petits espaces ici et là. Il peut faire des exploits comme face à Lyon. Mais Jonathan Rowe manque un petit peu de justesse et de QI football. Voilà, donc quand il sera plus adapté au jeu que prône De Zerbi, que ce soit cette année, fin de saison ou l'année prochaine, plutôt si on le garde, pourquoi pas avoir plus de temps de jeu. Voilà. Ou alors on joue avec des ailiers et là ça pourrait lui correspondre. Ou alors, comme je vous l'avais dit dernièrement, pourquoi pas, si Mopé ou Gouiri est absent, voire à être dans la concurrence pour le poste de 9. Comme on a vu face à Toulouse en fin de match, il rentre au poste de 9. Il marque un but, certes hors jeu, mais on voit qu'il a quand même de la qualité réalisme pas d'un 9, mais vous voyez ce que je veux dire? Il peut marquer un but. Voilà. Ce que n'a pas fait Mopé par exemple, de la tête plongeante. Allez, on enchaîne, on va pas cracher sur Mopé, on enchaîne avec d'autres joueurs. Roberto De Zerbi sur le secteur défensif. Si on est honnête, ça se dit pas, si on est honnête, pardon, il faut regarder les qualités de l'équipe. Et c'est vrai qu'en défense, ça en manque. Rongier et Kondogbia, qui sont
2 joueurs formidables, mais ce ne sont pas des défenseurs, ce sont des milieux. Et oui, on le sait très bien. À 4 derrière, qui je peux aligner? Nous pose la question Roberto De Zerbi. Nous n'avons qu'un défenseur, qui est Cornelius. Je ne me réveille pas en me disant qu'on va jouer à 3 ou à 4. Non, je regarde les qualités de mes joueurs et j'essaie de les mettre à leur meilleur poste. Ce qui veut dire que si vous comprenez bien un petit peu la lecture un petit peu de la façon de penser de Roberto De Zerbi, on va partir à 3. À moins d'une dinguerie, c'est de la com, parce qu'il peut nous tromper aussi. La com peut aller dans un sens comme dans un autre. Vous allez voir tout à l'heure, pour les absences, les incertitudes, je pense qu'il y a un petit peu de com. Je pense qu'il prêche du faux pour du vrai. On va dire qu'il y a des joueurs qui vont revenir et des joueurs qui vont peut-être pas revenir, hein, peut-être qu'il a raison, mais je pense qu'il y a des joueurs qui vont revenir et qui joueront titulaire demain, à mon avis. On enchaîne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et mettez-moi votre compo quand je vous montrerai la mienne, celle de De Zerbi plus ou moins. Donc Roberto De Zerbi qui nous annonce que Pierre-Emile Højbjerg et Amine Gouiri ne pourront pas jouer tout le match, 90 minutes contre Monaco. Malade Ismaël Benasser qui a eu un début de gastro, si je ne me trompe pas, va quand même se déplacer avec le groupe. Donc il sera avec le groupe Benasser. Je pense qu'il sera aligné. Voilà, peut-être titulaire ou à mon avis titulaire. Højbjerg, ce sera titulaire aussi. Et Gouiri, ce sera sûrement titulaire. Mais je vous donne mon avis après quand il y aura la compo. N'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Luis Felipe, par contre, est à l'infirmerie, alors qu'il s'était entraîné hier, avant-hier. Malheureusement, il est à l'infirmerie. On savait qu'il n'avait pas joué depuis 1 an et demi avant de nous rejoindre, nous dit Roberto. Cette série de blessures le pénalise. J'espère vraiment qu'il va réussir à réagir. Il pourrait être important pour notre équipe. Oui, mais quand? J'ai envie de rajouter. Oui, mais quand? Est-ce que ça sera fin de saison? L'année prochaine? Dans 2 ans? Dans 3 ans? Tiens, je vais boire mon café parce que sinon il va être froid. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez qu'on va voir un Luis Felipe d'ici la fin de saison? Alors, il y a 2 semaines, on nous disait, Luis Felipe, c'est out comme Balerdi jusqu'à la fin de saison. C'est ce qu'on disait. 2 jours après, une fois qu'on a appris que Balerdi c'était out toute la fin de saison, on nous dit, Luis Felipe, c'est bon, il sera peut-être, probablement, déjà dans le groupe contre Monaco. Il pourra peut-être jouer contre Monaco et il sera probablement aligné après Monaco. Là, pour l'instant, on n'en prend pas les directions. Apparemment, il est encore à l'infirmerie. Alors, est-ce qu'il s'est tordu un ongle ou cassé un ongle? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas là. Voilà. Je bois mon petit café. Ah, c'est pas bon. C'était mieux chaud. Je le voulais chaud. Donc j'enchaîne pour Luis Felipe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Roberto De Zerbi nous fait un point sur Faris Moumbagna. Je fais un point sur tout l'effectif pratiquement. Il n'est pas encore à 100%, c'est sûr, mais il sera quand même dans le groupe. Il peut nous aider sur les prochains matchs. Peut-être dès demain. Donc là, on a peut-être un petit scénario qui se présente à nous. Si Mopé ou Gouiri, qui est un petit peu dans l'incertitude, ne sont pas amenés à faire la différence, pourquoi pas un Moumbagna en fin de match pour enfoncer le clou avec son physique, sa carrure. Imaginons, on est dans le dur, on est mené, allez, un scénario qui est négatif, mais on est mené 1-0. Il y a des coups de pied arrêtés qui se répètent en fin de match. Un Moumbagna dans la surface, quand on centre le ballon un peu plus haut que d'habitude, et Gouiri ne sera peut-être pas là à la réception. Mopé encore moins avec son 1m70. Alors que Moumbagna avec son 1m86, 7, 8, je sais pas combien il fait, et ses 85 kg, il pourra déménager un petit peu la défense et pourquoi pas mettre soit une retournée acrobatique comme contre Toulouse l'année dernière, ou soit une tête. Pourquoi pas contre Benfica. Ah, et contre Metz, je sais pas contre Metz qu'il avait marqué aussi. N'hésitez pas à me dire les buts de Moumbagna l'année dernière. Je crois qu'il en marque 4 en 15, comme ça, 15 matchs, 20 matchs, je sais plus. Il fait des rentrées en tout cas, c'est pas vraiment des matchs titulaires. Il a des qualités différentes, voilà, ça il faut le préciser par rapport aux autres attaquants, je viens de les préciser. Voilà, donc il peut être en jeu d'appui, en jeu dans la surface pour les coups de pied arrêtés, pour le jeu aérien, pour déménager les défenses pour les autres partenaires qui pourraient profiter le fait qu'ils prennent 2 défenseurs sur lui. Voilà, il y a beaucoup d'avantages aussi d'avoir un Moumbagna. Certes, dans la qualité technique, c'est pas au-dessus de la moyenne pour l'instant de ce qu'on a vu, mais il apporte autre chose, voilà, que n'apportent pas des Mopé ou des Gouiri. On enchaîne avec un autre joueur qui est incertain, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est Pierre-Emile Højbjerg qui pourrait être repositionné en défense centrale selon l'équipe face à Monaco. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va voir un petit peu sur la compo ce que ça pourrait nous donner avec Højbjerg et d'autres joueurs titulaires. Concernant les Monégasques, nous avons Akliouche qui nous détaille un petit peu le scénario de la rencontre. Le talent de Monaco, qui fait partie des talents de Monaco. Il y en a beaucoup, il y a lui, il y a Ben Seguir, il y en a pas mal d'autres, je ne vais pas les citer. L'OM est une bonne équipe, ils ont été capables de réaliser de très bonnes choses cette saison. Il faudra être attentif, nous allons les analyser, c'est important. Il faudra répondre au présent car on s'attend à une bataille samedi. Ils ont cette capacité à garder beaucoup le ballon pendant les matchs. Et là, c'est très important ce qu'il dit en bleu. Nous aurons la possibilité d'évoluer en transition. Alors, pourquoi je mets ça? C'est pour la compo qu'ils mettent actuellement. Ils sont en 4-4-2. Je pense que ça va changer. Je pense que Adi Hutter, s'il n'est pas bête, le coach de Monaco, il devrait mettre des joueurs de couloir. Parce qu'on est en difficulté avec la vitesse des joueurs de couloir qui peuvent amener comme Akliouche,
va plus vite à mon avis qu'un Kondogbia s'il joue à droite, ou si bien sûr il y a Cornelius ou Kondogbia à droite de notre défense, à gauche de notre défense plutôt, il ira plus vite que deux. Et de l'autre côté, Ben Seguir qui peut apporter aussi de la vitesse, de la technique. Donc, et Golovin aussi, on va en parler après de toute façon. Ils ont cette capacité à garder le ballon, nanana. Ils joueront en transition. Nous allons jouer les coups à fond pour l'emporter face à cette belle équipe. Et oui, parce qu'ils sont derrière nous. D'ailleurs, une petite question pour vous. Qui, selon vous, a plus de pression? Est-ce que c'est Monaco qui est derrière nous au classement avec 2 points de retard? Ou nous, voilà, qu'on a un petit matelas, on peut se permettre de faire match nul, même si moi, le scénario du match, je vois plutôt un scénario où il faudra marquer plus de buts que l'adversaire. Parce que du côté monégasque et marseillais, on a un peu les mêmes qualités. Je parle pas du profil de jeu, du style de jeu. Parce que nous, on a un jeu à possession de balle, prendre notre temps ici et là. Eux, ils ont un jeu plus axé sur la vitesse de jeu, les contres, comme il dit, les transitions, avec des joueurs petits, vifs ou qualité technique supérieure à la moyenne. Donc, c'est pas le même style de jeu, mais on a un peu la même qualité et les mêmes défauts. C'est-à-dire, ils ont une bonne attaque, ils marquent pas mal de buts. Je crois qu'ils ont dépassé 50 buts aussi cette année. Mais derrière, la défense, ça laisse à désirer. Défense made in chocolat, on va dire. Nous, c'est pareil. Pareil, devant, on est pas mal. Derrière, ça laisse à désirer. Au milieu, je pense qu'on est légèrement plus expérimenté. Après, qualité, on va dire presque équivalente, parce qu'il y a des joueurs quand même de classe. Hein. Minamino, qui fait partie des joueurs de milieu pour moi. Golovin, c'est un joueur que j'aimerais bien. Pourquoi pas, on ne sait jamais un jour, mais c'est pas possible pour nous, c'est trop cher actuellement. Mais ils ont des joueurs de qualité devant, milieu. Derrière, ça laisse à désirer. Et par contre, on a un avantage, pour ma part, c'est le gardien. Alors, ça ne se jouera pas qu'avec le gardien. Mais Rouli est quand même supérieur, que ce soit pour Mayeki, qui ne sera pas aligné, je crois que ça sera Con, il a annoncé à 18h en conférence de presse, ou, bon, Con, je viens d'en parler. Donc, je pense que Rouli est supérieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, le scénario, je pense qu'il faudra marquer un but plus que l'autre. Voilà, ça sera un match, je pense, un scénario à 2-2, 2-3 pour l'OM, je l'espère, de ce côté-là. Voilà, pas de l'autre côté. Voilà, je ne vais pas dire un score. Concernant notre joueur qui est en pleine forme, qui est arrivé il y a 11 matchs, je crois exactement, qui a marqué 12 buts avec Monaco, dont 3 triplés d'affilée. Manuel Amoros nous en parle du côté de la Provence. Il nous dit que c'est un beau joueur. Oui, il est élégant à voir. L'OM devra se méfier. Notre chance, c'est qu'il ne va pas trop vite. Voilà, il a de grosses qualités, efficacité, qualité technique au-dessus de la moyenne, mais il a une qualité moindre en termes de vitesse. Après, c'est pas problématique pour lui parce que face à lui, il va tomber contre des Kondogbia, des Cornelius peut-être s'il a aligné ou des Højbjerg derrière s'il a aligné. Ça va pas très vite non plus. Donc, il peut faire la différence même de ce côté-là. Donc, attention à ce joueur-là. Attention à tous les joueurs, les amis. Celui que je viens de vous montrer juste avant, Akliouche, pardon. Ben Seguir, lui, Mbolo s'il a aligné titulaire ou même les Golovin, les Minamino. Ils sont tous capables de marquer des buts à tout moment. C'est des joueurs de classe qu'ils ont du côté de Monaco, surtout offensivement parlant. D'ailleurs, ils ont un avantage sur ça. Nous, on a un avantage sur le gardien. Mais ils ont un avantage sur ça, c'est qu'ils ont plus de solutions offensivement parlant. Voilà. S'ils n'ont pas un Mbolo, par exemple, ils ont sur le banc un Ilikinena, je ne sais plus comment on le dit, ou un Balogun, ou j'en oublie d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont Golovin parfois sur le banc. Et Golovin, on aimerait bien l'avoir. Voilà. Alors que nous, sur le banc, Mopé, quand il y a Gouiri aligné titulaire, ou alors Robinho Vaz. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qualité supérieure quand même, je trouve, du côté monégasque. Pour ma part. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc nous aussi, par contre, on a un avantage, c'est qu'on a un joueur comme Mason Greenwood. Je pense que Mason Greenwood, qualité, en termes de qualité, c'est le joueur qui est supérieur à l'effectif de Monaco. L'effectif de Marseille, c'est supérieur aussi quand il veut, pas quand il peut pas, quand il veut pas, et qui pourrait jouer presque titulaire même. Je pense qu'il peut jouer titulaire à Paris, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent jouer titulaire à Paris actuellement, dans le Paris de maintenant. Je pense que Greenwood, s'il veut, il peut jouer dans n'importe quelle équipe. C'est un joueur de classe mondiale qui, voilà, bon, vous savez pour quelle raison il est chez nous. Mais voilà, on va pas partir sur ce sujet-là. Allez, on enchaîne avec deux herbiers qui nous parlent du match. Ce sera un beau match à voir. J'espère qu'on est prêt à mener cette bataille. Ça sera une grosse bataille, comme il a dit aussi Akliouche. Le match face à Monaco, c'est une partie plus qu'importante, primordiale, déterminante. Ce n'est pas le dernier match, mais il est déterminant, sans aucun doute. Ce sera difficile pour nous comme pour eux. Il y a des joueurs de qualité, pas seulement en attaque. Ce sera un beau match à voir. J'espère qu'on est prêt à mener cette bataille, nous dit Roberto De Zerbi. Et on continue avec du côté... je me suis trompé. Du côté de Benasser qui a fait un interview sympa, un entretien du côté de la Provence. Je vais vous relayer après la conférence de presse et après la compo les quelques paroles qu'il a eues par rapport à ce qu'avait dit l'équipe, par rapport aux joueurs qui avaient presque fait grève ici et là, par rapport à l'Aïd et tout ici et là, que ça avait posé problème. Apparemment non. Vous allez voir ce qu'il a dit. Et par rapport à son condition physique.
Moi, je vous ai donné mon avis et il répond vraiment ce que j'ai dit hier, avant-hier, voilà, sur le joueur qui est Benasser. Une finale, ça se gagne. Peu importe comment ça se joue. Je ne vais pas lire le reste, mais pour vous dire que là, on est sur une finale. Tous les matchs qui arrivent, ce sont des finales. Peu importe la manière, il faut la gagner. Comme nous dit Jean-Pierre Papin, quand on veut aller en Ligue des Champions, Monaco ou pas, il faut prendre les 3 points. Alors, je ne vais pas dire 3 points absolument, mais il faut envisager de prendre que les 3 points. Il ne faut pas y aller pour faire match nul. Si tu y vas pour faire le 3 points, à la limite, tu fais un bon match, au moins tu ne perdras pas, tu feras sûrement voilà, victoire ou match nul. Tu peux perdre aussi quand tu fais un gros match, mais au moins tu seras plus proche du match nul ou de la victoire que de la défaite. Alors que si tu vas pour faire un match nul, tu joues la trompette de la mort, ça peut ne pas fonctionner. Surtout nous, avec notre défense qu'on a, l'assurance qu'on a derrière, ça ne fonctionnera pas. On ne joue pas en bloc bas depuis le début de saison. On joue en bloc très haut, on domine nos adversaires, mis à part contre Paris et d'autres équipes comme Lille qui nous ont mis dans le dur, ou Monaco peut-être le match où on a eu aussi été dans le dur par moment. Mais mis à part ces équipes-là, toutes les autres équipes, on les a dominées. On est habitué à dominer les adversaires et je pense qu'on essaiera de prendre le dessus sur Monaco. On ne va pas les attendre et ça va se jouer un cran plus bas parce que Monaco a plus de qualité que les Toulouse, les Nantes et Silla. On va être un cran plus bas que d'habitude. Mais il ne faudra pas non plus qu'on se concentre que à défendre. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, le scénario du match, plus de buts que l'autre. Et ne pas penser vraiment qu'à défendre. Voilà. Pas garder les 1 point de merde. Comme les Pascal Duprat, la mentalité des coachs français, malheureusement. Allez, j'enchaîne avec le classement et les matchs à venir pour cette 29e journée. Il n'y aura pas de match des Puputiens, puisqu'ils sont mis au repos pour leur coupe de merde, là. Ils gagneront jamais, j'espère. Lens-Reims, Monaco-Marseille pour demain. Donc ce soir, il y a Lens-Reims à partir de 20h45. On verra lequel résultat il sera demain, mais ça ne nous intéresse pas trop, mis à part que Lens, quand même, au classement, Allez, ils sont pas à 10 points, mais ils sont pas loin de 10 points, je sais plus exactement. Toulouse-Lille, pardon, qui nous intéresse, en espérant que Toulouse accroche Lille. Strasbourg-Nice, match entre concurrents directs comme Monaco-Marseille. 2 matchs très importants. Et Auxerre-Lyon qu'on va suivre de très près. Concernant le classement, je vous montre vite fait de cette manière-là. Comme d'habitude, je vous montre mon classement avec la lutte aux places européennes, la lutte au podium. Marseille, 52 points, plus 19 de différence de but. Monaco, 50 points, plus 19 de différence de but. C'est pareil pour la différence de but. Par contre, 2 points d'écart. Alors, qu'est-ce que je vous les ai demandé tout à l'heure? Qui a le plus de pression? Est-ce que c'est Monaco ou Marseille? N'hésitez pas à répondre. Strasbourg, 49 points, donc 3 points derrière l'OM. Attention, parce qu'ils sont en pleine bourre. Ils ont enchaîné 5 victoires, si je ne me trompe pas. Lyon, 48 points, c'est que 4 points. Que 4 points. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai écouté des résumés vidéo ce matin au taf avec un collègue de boulot. Et à un moment donné, on entend Lyon est à 10 points. Et je crois que c'est quand on gagne contre Lyon. Lyon est à 10 points. On les a mis à 10 points. Ils sont à 4 points. C'est sûr, on a enchaîné des défaites, ils ont enchaîné les victoires, c'est normal. Victoire à 3 points, tu reviens assez vite fait. Nice qui sont un petit peu commencent à lâcher à 5 points et les Lillois à 5 points derrière aussi. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire votre classement pour cette fin de saison. Je vous l'ai demandé depuis quelques vidéos, vous ne me le faites pas à chaque fois. Allez, j'enchaîne avec le classement, cette fois précis des deux équipes. Monaco à domicile et la deuxième équipe du championnat. L'OM est 9e à domicile. À l'extérieur, l'OM est 2e. Si on fait ça, regardez, l'OM est 2e, Monaco 8e. Donc ça s'inverse. Mais pour vous dire qu'au classement, monégasque, ils sont très forts chez eux. Ils ont perdu qu'un seul match, si je ne me trompe pas, contre Paris, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me dire contre qui ils ont perdu, mais je crois que c'est contre Paris. Voilà pour le classement des équipes à domicile et à l'extérieur. Du côté du face-à-face, nous avons les Monégasques qui ont un petit avantage dans leur stade, Stade Louis II, depuis 2010. J'ai pris les stats. 7 victoires à Monaco pour les Monégasques, 4 victoires pour les Marseillais, un match nul. Donc il n'y a pas beaucoup de matchs nuls entre les deux, mais par contre il y a tout le temps des buts. Regardez, 3-2, 2-3, 0-2, 3-1, 4-3 pour l'OM, 3-2, 6-1, bon, 4-0, 2-1, 1-0, 2-0. Là par contre on a enchaîné, hein. On n'avait pas gagné là depuis, regardez, 0-0, le seul match où il n'y a pas de but c'est en 2011, 2-0 on a perdu, 1-0 on a perdu, 2-1 on a perdu, 4-0 on a perdu, 6-1 on a perdu. Ouh, ça fait 5 défaites consécutives. Mais après on a repris une victoire, ça fait 2 victoires, une défaite, une victoire. Donc c'est quand même un déplacement où on arrive à avoir des résultats quand même. Des victoires, des matchs nuls, pas tout le temps, ouais, puisqu'il y en a qu'un sur les 13 derniers matchs. Donc voilà un petit peu où on en est pour les stats face à face. Maintenant, regardons les compositions d'équipe et retenez les blessures et les incertitudes. Donc on avait quoi? On avait Benasser qui a une petite gastro. On était incertain pour les 90 minutes de Højbjerg et de Gouiri. Luis Felipe, il est out, donc on ne va pas le mettre dans les compos possibles. Je vous montre les compos et c'est maintenant, on y va tout de suite. Donc là, il y a les compos en petit. Alors, regardez la compo à gauche, c'est la compo qu'on a vue la dernière fois contre Toulouse en début de match. Regardez la compo à droite, c'est la compo monégasque
probable. Parce qu'il y a un absent, ça sera Mawissa en défense. Il est remplacé par Singo qui sera aligné en défense centrale à côté de Kerrer. Vanderson ira sur le côté droit. Donc restons sur cette défense à 4 du côté monégasque. Par contre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les monégasques vont essayer de jouer peut-être dans les couloirs en vitesse. Pour l'instant, avec Akliouche et Minamino en termes de presque piston ou milieu de terrain, ils ne seront pas là amenés à porter beaucoup de danger. À part si on change le système et on met qu'une seule pointe, par exemple Biret, qui est en très grande forme, on enlève Mbolo ici et on met Golovin. Donc on reste ici comme ça et on se transforme en 4-2-3-1. Peut-être qu'on peut s'aligner comme ça. Alors ça peut être Minamino ou ça peut être aussi le jeune Ben Seguir qui pourrait prendre la place côté gauche. Voilà un petit peu sur quel système on pourrait partir du côté monégasque. N'hésitez pas à me dire laquelle vous voyez du côté monégasque. Et maintenant on part sur la compo marseillaise. Alors la compo marseillaise, on va l'agrandir, je vais vous mettre un zoom, comme ça vous voyez plus grande. Voilà la compo marseillaise. Donc ça c'est la compo qu'on a vue contre Toulouse en début de match. Alors, selon ce qu'il a dit en conférence de presse, il a dit Gouiri, Højbjerg, pas 90 minutes dans les jambes. Mais c'est pas dit qu'ils ne soient pas titulaires. Je pense qu'ils seront titulaires. Alors, Mopé, on va l'enlever. Je pense pas qu'il va aligner Mopé et Gouiri tous les deux devant. Donc on va mettre Gouiri directement devant. On reste dans le même système. Hein. N'hésitez pas à me proposer votre compo que vous voulez vous. Proposez-moi votre compo que vous voulez vous. Alors certains vont me proposer que des 4-3-3, des 4-2-3-1. Et si vous voulez me proposer même dans le système que De Zerbi va mettre en place, le 3-4-2-1 ou le 3-4-3, je pense qu'on va partir comme ça. N'hésitez pas à proposer vos compos. Alors, on part de derrière. Rouli au gardien, ça bouge pas. La défense, Murillo à droite, ça ne bouge pas, je pense, à moins qu'ils mettent comme en fin de match face à Toulouse. On a vu Murillo axe gauche, mais on va le laisser comme ça, axe droit. Il est depuis le début de saison, on va le laisser comme ça. Dans l'axe, nous avons Cornelius et Kondogbia la dernière fois. Cette fois, je pense que Cornelius va sauter. C'est mon avis. Et Højbjerg va être aligné. En défense centrale pour jouer à la place de Cornelius. C'est mon avis. Vu ce qu'on a entendu, l'équipe a eu un retour de ça. Ça parle de ça, que ce soit toute la semaine, et il y a eu des mises en place qui ont été mises avec Højbjerg. Donc on peut penser qu'Højbjerg soit aligné en défense. Højbjerg en défense centrale et Kondogbia côté gauche. Je ne veux pas ça, moi personnellement, je ne veux pas ça. Mais je pense que ça peut partir comme ça. C'est une compo probable que pourrait mettre en place Roberto De Zerbi. Concernant Rongier et Bennacer, il y a un petit doute sur Bennacer. Alors s'il a vraiment sa gastro et qu'il n'est pas bien, on enlève Bennacer et ça sera peut-être le jeune Nadir qui prendra sa place. Alors, on peut penser, il y a une autre solution, mais je mets Nadir ici. Je pense que Nadir plus haut, on peut descendre Rabiot ici aussi. On va laisser comme ça. Ou alors, il y a une solution aussi, c'est de monter d'un cran. Regardez, je vous montre. Kondogbia qui revient à sa place de milieu de terrain, qui est son poste préférentiel et son poste habituel depuis des années. Et on met Cornelius derrière. Et là, ça pourrait être peut-être plus sympa. Voilà, en termes de joueurs, ils sont à leur poste. Mis à part Højbjerg et Murillo, même s'il a commencé à prendre le pas. Mais je pense que celle-là, elle ressemble plus à quelque chose que celle qu'on avait avant. Allez, on va dire que Bennacer serait mieux que Kondogbia. Mais s'il a vraiment une gastro, pourquoi pas voir celle-là aussi? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors pour Merlin côté gauche, je ne pense pas que ça bougera. Il a fait un bon match contre Toulouse, je trouve. Et Enrique, je ne pense pas que ça bougera. En termes de piston, Dedic part avec une longueur de retard. Donc Enrique, titulaire à droite. Greenwood, c'est notre caution talentuelle. Du talent avec Rabiot, je ne pense pas que ça bougera. Et Gouiri, bien sûr, s'il est apte à jouer au moins 1 heure de jeu, eh ben ça jouera titulaire. Ouais, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, je descends un peu Merlin pour que vous voyez. Et faites-moi votre propre compo. Allez, on enchaîne les amis, avec quoi? Avec les paroles de Bennacer du côté de la Provence, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et il nous dit comment j'ai vécu les 48 heures après le match contre Reims, la défaite. Et oui, ça m'a permis de créer encore plus de liens avec les autres joueurs. Et oui, il vient d'arriver, n'oublions pas ça. Très très important, l'adaptation. Aucun, en majuscule, joueur n'a été contrarié pour l'Aïd. J'ai passé l'Aïd avec l'équipe, c'était bien aussi, mais on était tous dégoûtés par la défaite. Pas par le fait de ne pas fêter avec la famille et les proches. Peut-être tu peux être déçu un petit peu comme ça, mais après tu passes outre et tu dis bon, écoute, on va faire avec les collègues et puis basta. Voilà, pour une première fois, bah, ça arrive, vous avez fait un mauvais match. Il y a une petite sanction qui tombe, malheureusement, ça tombe au hasard en même temps. Voilà, et voilà, il a pris comme ça. C'est ce qu'il dit, après, c'est de la com parfois. Le travail, c'est l'une des choses les plus importantes de ma vie, c'est mon gagne-pain, je ne peux rien dire, nous dit donc notre cher Ismaël Bennacer qui parle vraiment de professionnalisme du côté de sa réponse à la Provence. Une autre réponse qu'il a eue, c'est sur son état physique. Ismaël Bennacer, sur son état physique. J'ai fait 7 matchs. Pour l'instant, il a joué 7 matchs à l'OM. Je reviens d'une longue blessure, une période assez compliquée. C'est sûr, quand tu reviens d'une longue blessure,
ça peut être compliqué de reprendre. Il y en a qui reprennent directement, ils sont en pleine forme. Comme Aminarit au début, quand il reprend, il est en pleine forme. Il a eu un creux, après il est revenu, c'est un petit peu été irrégulier. Comme d'habitude sa carrière, on va dire. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait 90 minutes, il nous dit. Il ne faut pas l'oublier. Je commence à retrouver mes repères et mes sensations depuis quelques semaines. C'est encore très frais pour lui. Je sais que je peux apporter plus, c'est évident. Donc il est conscient qu'il n'en fait peut-être pas... Alors c'est pas assez, mais qu'il ne prend pas assez de risques. Parce que en fait, il y a une autre réponse dans l'entretien qu'il a eu du côté de la Provence, qui n'est pas précisé par les médias insiders ici et là. C'est qu'il a dit, c'est la première fois que je me retrouve avec autant de ballons dans un match. Pendant 90 minutes, à l'AC Milan, j'avais pas autant de ballons, dépasser les 100 ballons par match. Et donc ce que je fais, c'est que je prends pas de risques. En gros, il ne prend pas de risque pour l'instant. Il essaie de s'adapter au style de jeu de De Zerbi. Et ça prend du temps. Quand il aura adapté tout ça, le jeu, que ça sera ancré en lui, voilà, il aura plus à réfléchir pour vraiment comment jouer, il prendra peut-être plus de risques. On le voit parfois faire des passes à la surface, un petit peu de sa patte gauche. Il est capable de le faire. Il le fait pas assez. C'est ça qu'on réclame un peu plus de Bennacer. Peut-être qu'il y en a qui critiquent sur ça. Moi, je ne critiquerai pas trop sur ça, mais plutôt sur le domaine de la condition physique, comme il le dit. Et c'est pas une critique. C'est juste un argument dans le sens où il est moins bien, tout simplement. Ouais, il peut pas être un robot. Ça peut pas être un mec où tu le remets sur le terrain, robot à 100%. Non, il est à 90, 95% peut-être. Il manque un petit peu d'adaptation déjà technique et physique. Voilà, d'ici la fin de saison, peut-être qu'il nous fera 2 gros matchs, 3 gros matchs. Peut-être qu'à partir de Monaco, il sera énorme. Peut-être que la gastro, c'est une connerie, c'est de la com. Et peut-être que non, il sera pas bon jusqu'à la fin de saison. Il sera bon l'année prochaine. Avec la préparation physique de l'été qui va arriver, on peut avoir un très gros joueur l'année prochaine. Alors, je dis pas que ça sera le gros joueur de l'AC Milan quand il était au top, où il gagne la Serie A, où il gagne la CAN en 2019, si je me trompe pas d'année, où il a été élu le meilleur joueur de la CAN, il me semble, à cette année-là. Donc, ça peut ne pas être, ce joueur de ce niveau-là, mais on sera déjà à un niveau, je pense, d'un joueur de Ligue des Champions. Et c'est ce qu'on atteint à l'OM. Voilà. Donc, je termine. Je sais que je peux apporter plus, je travaille, je patiente. Et on va patienter. Moi, je patiente. Ça fait 2 semaines que je sens la différence physiquement. Voilà pour les réponses. Pour ceux qui critiquent un petit peu trop rapidement et facilement Ismaël Bennacer et tous les joueurs qui passent par l'OM, comme le coach De Zerbi. Voilà, c'est pareil. C'est un projet sur 3 ans. Il arrive, il y a un nouvel effectif. On construit un effectif avec 3/4 du changement sur le 11 de départ. Parce que, regardez le 11 de départ l'année dernière. Il n'y a plus de Verre et tout. Il n'y a plus d'Aubameyang. Il n'y a plus de... Vous voyez ce que je veux dire? Et on a changé de 3/4. Ça prend du temps. Et on est 2e. Alors, je vais vous dire, moi, 2e, ça m'énerve. Je préférerais être 1er. Bien sûr, moi aussi, je veux être 1er. Mais voilà, donc il y a des lacunes. Voilà, surtout défensives. Si on n'avait pas ces lacunes défensives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on serait à la lutte au titre. Je termine avec ici avec Baimo Maïté, une dernière information. Il sera suspendu face à Montpellier et manquera le déplacement au Vélodrome. Dernière chose à voir pour l'actualité, il y aura la présence de Taiwo pour les 125 ans. Il y aura la présence de Bafé Gomis pour les 125 ans. Et voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ensemble, merde, j'ai remis l'intro. N'hésitez pas à liker, disliker, abonnement, cloche. Et on se retrouve demain à partir de 16h15. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM!